Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Paul Lafargue, je suis psychomotricien et j'exerce au sein du pôle PUPA de l'hôpital Charles-Perrin, et plus particulièrement sur la filière adolescente. J'ai longtemps exercé dans une unité d'hospitalisation complète pour adolescents et actuellement, je suis sur un hôpital de jour de crise et un service de visite à domicile. Et donc, je vous présente ma collègue Marie Texier, qui travaille également avec moi sur l'hôpital de jour de crise et sur le CSMI de Bordeaux-Nord de l'association Rénovation. Donc notre présentation s'intitule « D'une sensorialité fragmentée vers un corps unifié, approche psychomotrice du psychotraumatisme ». Et donc avant de détailler notre pratique au quotidien auprès de ces adolescents, on a tenu à vous dire un mot sur la question du corps telle qu'elle est appréhendée en psychomotricité et également sur le processus adolescent. Donc, il faut savoir que l'approche psychomotrice, elle considère le sujet dans sa globalité, au sens où le corps ne serait pas un simple réceptacle passif qui contiendrait la pensée. En effet, la subjectivité de chaque sujet, qui fait référence à la manière dont les expériences, les émotions et les perceptions influencent nos comportements et nos prises de décision, eh bien cette subjectivité-là, elle s'origine dans le corps et par le corps, et c'est ce qui va venir créer l'identité de chacun. Donc ainsi, corps physique et corps psychique dialoguent, s'entremêlent et vont former ce qu'on appelle l'unité psychocorporelle. En effet, l'expérience corporelle, elle va être en interrelation avec les expériences sensibles et motrices qui vont nourrir à leur tour l'accès aux représentations symboliques qui, dans une boucle dynamique et rétroactive, colore nos perceptions sensorimotrices. Donc en fait, chaque perception appartient à celui qui perçoit. Et le corps, il va être le siège de la singularité et de l'expressivité de chacun, et il va rendre compte du lien que le sujet entretient avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Donc chaque perception corporelle est une expression de soi. Percevoir, c'est s'exprimer. Et donc le psychomotricien, il va être particulièrement attentif à cette liaison corps-psyché, et dans le cadre thérapeutique qu'il propose, il va proposer une mise en jeu du corps en s'appuyant sur des médiations où le psychomotricien s'implique lui-même corporellement. Ainsi, il se crée un système qui fonctionnera comme une zone intermédiaire où la mise en mouvement se veut dans une attention conjointe de l'éprouvé dans la relation partagée soignant-soigné. Donc le psychomotricien, il va avoir une position double dans son intervention, une position dans l'action, dans un faire avec la médiation qu'il aura choisie, mais également une position de prise de recul, une position d'observateur. Et en fait, en psychomotricité, on a des concepts qui sont les fondements un petit peu de notre pratique, qui s'inspirent de la philosophie phénoménologique, et ça nous fait penser à la réduction phénoménologique du moi psychologique et du moi transcendantal, qui est décrit par Husserl, c'est-à-dire que l'être humain peut se dire « je sens que je suis en train de sentir, je pense que je suis en train de penser ». Et c'est cette position double qu'on essaye d'avoir un petit peu au quotidien avec nos patients. Ensuite, en ce qui concerne la spécificité de la clinique adolescente, ça implique des remaniements identitaires profonds qui s'initient et qui se subissent par l'avènement pubertaire. Donc l'adolescent, il va être en proie à un vacillement de son être qui peut créer parfois une sorte de multiclivage temporaire de sa personnalité et qui peine alors à se réassembler. Donc cette mouvance profonde du pubertaire, elle peut être vécue comme une effraction en soi, comme un morcellement de l'identité spéculaire, et il n'est pas rare d'utiliser les images de la métamorphose ou le terme d'être à fleur de peau pour caractériser la fragilité des contours du sujet adolescent. Le corps est donc l'être au monde, il est bousculé, et les repères qui sont érigés durant l'enfance ils vont être réactualisés et ça amène une certaine insécurité chez l'adolescent. Et donc quand le trauma s'impose ponctuellement ou par répétition chez l'adolescent, l'effraction elle est alors double. L'effraction elle peut être vécue de l'intérieur avec le processus adolescent et de l'extérieur avec l'événement traumatique. Dans ces situations de double effraction, l'enveloppe, qui est à entendre comme figuration du moi psychique, elle vient se fragmenter et elle fait rupture dans le développement psychomoteur de l'adolescent.
D'autant plus que dans les agressions interpersonnelles, qu'elles soient physiques, verbales ou sexuelles, il y a une forme de déni d'altérité. Et donc l'adolescent victime, il est objectalisé, là où l'enjeu primordial de cette phase adolescente est la subjectivation. Donc le corps, on l'a vu, c'est un vecteur privilégié d'expression, et notamment d'expression de ces changements. Il va être la voie de reconstruction et d'unification du sujet, et en fait, il est à la fois fragilité et force. De notre pratique, on a dégagé maintenant 3 axes de travail en psychomotricité auprès de ces adolescents qui sont traumatisés. Un axe sur la sensorialité, un axe sur la régulation tonico-émotionnelle et un axe sur les représentations corporelles. Donc tout d'abord, la question de la sensorialité. Donc le thème sensoriel, ça se réfère du coup à l'acte de sentir. Le thème sensoriel, c'est l'interface entre le corps et l'environnement. Et le système sensoriel humain, c'est un ensemble d'organes et de mécanismes qui permettent de percevoir et d'interpréter les stimuli de l'environnement. Donc le développement des sens, il commence dès la vie intra-utérine et il constitue un des piliers du développement psychomoteur. Donc nous pouvons organiser les sensorialités en 3 catégories, donc l'interoception, la proprioception et l'extéroception. Donc nous voulions aussi vous parler de la notion de seuil neurologique, donc qui correspond au niveau de sensation requise pour solliciter une réaction, et elle s'étend du coup d'un gradient entre haut et bas du traitement neurosensoriel. Il a été mis en évidence donc par Winnie Dunn 4 différents profils du traitement sensoriel. Donc on a le profil évitement, recherche, sensibilité et enregistrement, et qui mettent en lien le continuum de ces seuils neurologiques et celui de l'autorégulation, qui s'étend lui d'un gradient donc de passif à actif et qui se manifeste par la réponse comportementale. Donc par exemple, un profil recherche aura un seuil neurologique haut et sera actif dans les réponses comportementales de déclenchement de ce seuil. Donc un parallèle pourra être fait avec les seuils de tolérance de la clinique du psychotraumatisme. Donc les profils sensoriels, ils tiennent compte des aversions et des appétences des patients, et ce qui permet dans le soin, d'une part, de choisir la modalité sensorielle propice à des sensations agréables, et d'autre part, de favoriser le ou la modalité sensorielle qui permet une disponibilité dans la relation partagée et qui facilite la régulation des flux. Donc, l'intégration sensorielle, ça se réfère plutôt à la capacité du cerveau à organiser et interpréter les informations provenant des différents sens dans une perception cohérente de l'environnement. Et deviennent ensuite donc des actions visibles, par exemple les réponses comportementales, ou des réponses plus subjectives comme les pensées ou les émotions. Et elle est aussi responsable donc de la modulation du niveau d'éveil et de l'état de vigilance. Donc finalement, les sens, ils fonctionnent comme un système d'alerte et de protection. Dans le développement, l'intégration sensorielle, elle se fait en paires contrastées, donc dur, mou, lent, rapide, chaud, froid, avant d'intégrer la question de nuances, comme par exemple le tiède. Donc nous choisissons ici de parler de fragmentation sensorielle afin de souligner l'incapacité de la victime à mettre du sens sur les différents stimuli sensoriels, à lier les sensations les unes aux autres afin d'accéder à une perception de soi globale et unifiée. Donc dans le trauma, le système se dérègle par une désadaptation du schème habituation-sensibilisation et avec une réduction donc, de la fenêtre de tolérance. Donc, les traumas ils peuvent perturber le fonctionnement de ce système, entraînant des réactions et des comportements inadaptés. Et les réactions sont altérées et peuvent se manifester donc, par des réponses émotionnelles intenses, donc du côté de l'hyperactivité ou du côté de l'hyperactivité, comme par exemple dans la dissociation. Donc cette défaillance, elle aura un impact sur l'être au monde du sujet. Donc le trauma, il opère une atteinte fondamentale de la capacité d'intégration et d'adaptation de l'individu. En effet, la désorganisation du système sur un mode de survie biaise la prise d'informations de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc cette intrusion sensorielle va alors créer une importance détresse psychique qui se manifeste par de l'évitement, du retrait social, de l'hypervigilance, et ça impacte la sphère développementale du sujet, avec donc des régressions possibles. Le niveau d'éveil étant en alerte, ça permet plus la réalisation d'activités, de jeux, ou même ça impacte les apprentissages, la relation aux autres. Et aussi, l'adolescent, il devient très alerte à ses sensations internes qui deviennent presque étrangères à lui-même. Donc finalement, l'événement traumatique, il plonge les adolescents dans un climat de chaos effractant sur le plan sensoriel, un chaos donc qu'il conviendra de contenir, d'apaiser, de détoxifier.
Donc on a pu figurer différents axes de soins en psychomotricité. Donc la première, c'est se réapproprier ses propres sensations. Le deuxième, c'est plutôt réenclencher donc, le processus de liaison sens-émotion-représentation dans un environnement sécure. Donc c'est mettre du sens sur les sens. Il y a aussi étayer la transmodalité sensorielle, donc dans un but de perception globale de soi. Et enfin, réinscrire le jeune dans une continuité d'existence, dans un espace-temps en mouvement, là où le trauma fige. Donc, le rôle du psychomotricien, c'est de soutenir l'exploration sensorielle en proposant une enveloppe externe sécurisante. Et c'est seulement si la prévisibilité et la rythmicité du cadre sont mises en œuvre que la notion de plaisir à se sentir, à se mouvoir, pourront s'opérer. Donc l'espace proposé et les médiateurs utilisés permettront non seulement des stimuli régulés, donc par exemple le choix de l'enveloppe sonore ou l'intensité de la lumière ou les objets qu'on va proposer, mais ils offriront aussi la possibilité d'accès à une symbolisation. De plus, susciter donc des modalités sensorielles conjointes, donc conjuguer les sens, les alterner, les transposer, va réintroduire la nuance, là où dans le trauma, le vécu est plutôt en hyper ou en hypo. Donc finalement, la liaison sens-affect se redynamise dans un environnement où la vigilance est tempérée. Donc, nous avons choisi de vous proposer deux approches sensorielles, donc d'abord les techniques d'ancrage et ensuite l'approche Snow-Zelen. Donc les techniques d'ancrage visent à faire des propositions autour d'expériences où le patient oriente son attention dans l'ici et le maintenant en se connectant à un sentiment de sécurité. Donc le but, c'est de limiter, voire de contenir les effets de la dissociation et de permettre de faire l'expérience du contrôle des émotions et des pensées. Donc les différents objets d'attention mettent au premier plan une modalité sensorielle et les propositions, elles sont de l'ordre de l'éprouver dans la relation partagée avec l'expérimentation de techniques concrètes et pratiques qui ensuite pourront se généraliser dans la vie quotidienne. Donc il y a un intérêt à décrypter ensemble les signaux de l'environnement afin de les replacer dans leur contexte. Donc on a choisi de vous décrire 4 techniques. Donc la première, par exemple, autour de la respiration. Donc le travail, c'est de prendre conscience de son rythme respiratoire, peut-être des mouvements qui l'impliquent, et ensuite on va pouvoir proposer dans des exercices qui modifient ce rythme. Donc ça permet de ramener l'attention sur le présent et d'expérimenter le contrôle et la maîtrise. Ensuite, une deuxième technique, par exemple, c'est sur la base des mouvements. Donc là, c'est faire des mouvements lents, des étirements, des marches, ou prendre conscience, par exemple, de ses appuis, ou alors réaliser un scan corporel. Donc là, l'idée, c'est vraiment un travail proprioceptif qui favorise la conscience corporelle. Un troisième, c'est nommer. Donc c'est nommer plusieurs objets en fonction d'une modalité sensorielle, donc ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends. Et ça permet une connexion à l'environnement sensoriel immédiat et un travail aussi d'exploration de l'espace et une prise d'information. Et enfin, une dernière qu'on a nommée objet. Donc là, l'idée, c'est de choisir avec l'adolescent un objet qu'il aura sur lui, donc une bague, un collier, une figurine qu'il mettrait dans sa poche, comme liaison, du coup, à l'instant présent. Et ça permet de trouver une sensation de sécurité dans l'immédiateté. Je vais vous parler maintenant de l'approche Snow-Zelen. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce concept, mais en tout cas, c'est une approche qui se veut beaucoup moins spécifique que les techniques d'ancrage concernant la prise en charge du psychotraumatisme. Cependant, proposer cet espace à un adolescent, c'est pas anodin et ça doit vraiment être le fruit d'une réflexion en équipe pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, l'espace Snow-Zelen, c'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre qui se situe en deçà du verbal et qui accorde toute son importance à l'être au monde sensoriel du sujet. Du coup, c'est pas une technique protocolaire, c'est un espace-temps où la présence à soi et à ses sensations prime, et du coup, le soignant, il se doit d'être à l'aise avec les temps de silence, mais où il y a tant de choses qui s'expriment. Et également, le soignant qui accompagne un jeune en salle Snow-Zelen, il se doit d'être également à l'écoute de ses propres sensations. Car comment on peut donner de la place à l'autre si on ne s'écoute pas soi-même ? Donc un entretien au préalable est nécessaire avec le patient afin non seulement de délimiter avec lui ses seuils de tolérance selon ses appétences, selon les différents sens, mais également essayer de trouver un langage commun pour signaler si une sensation est difficilement vécue. Il faut bien noter que l'expérience Snow-Zelen n'est pas une expérience passive où le patient est stimulé par le soignant. Au contraire, le patient est encouragé à construire lui-même son espace selon ses appétences et ses goûts pour reprendre une forme de maîtrise sur son espace sensoriel.
Ainsi, il reprend une part active sur le chaos sensoriel qu'il peut vivre au quotidien, mais l'idée, c'est de faire l'expérience de la sécurité. Et donc, le soignant va simplement prêter sa fonction parexcitatrice, régulatrice, si besoin, mais c'est avant tout le patient qui module en sécurité les flux sensoriels alentour. Et donc, c'est en étant simplement présent, en écoutant, en regardant, que l'on donne à être au sujet et qu'on remet de l'altérité là où l'agression traumatique est venue la dénier. Donc on vous a montré 2 petites photos de notre espace Snozelen sur la filière ado. Voilà pour l'approche, les possibilités de travail sensoriel en psychomotricité autour de ce thème-là. Il y en a plein d'autres, mais du coup on va passer à un deuxième axe de travail dont on a souhaité vous parler aujourd'hui, c'est la régulation tonico-émotionnelle. Donc déjà un petit mot sur le tonus. Le tonus, il est considéré en fait comme la toile de fond de l'expressivité du sujet, dont les émotions font partie intégrante. Et d'ailleurs, dans le langage courant, il y a une multitude d'expressions qui y font écho, comme avoir des papillons dans le ventre, en avoir plein le dos, tout porter sur ses épaules. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que le tonus, c'est le premier canal de communication entre le bébé et son entourage. Et que lorsque l'enfant est serein, le corps se veut détendu, il fait une expérience agréable, et quand l'enfant vit un désagrément, le corps se tend, il fait une expérience désagréable. Et donc le tonus, il va être le maillon indispensable de toute la communication non verbale qui va suivre dans son développement. Ça va considérablement s'enrichir son vocabulaire grâce aux réponses que l'entourage va apporter au bébé. Le tonus, c'est également le premier vecteur de sensation de consistance dans le corps. C'est Ajuria Guerra qui a formalisé ce concept de dialogue tonico-émotionnel en approfondissant le dialogue tonique de Vallon. Mais en tout cas, dans le psychotraumatisme, ce qu'il faut retenir, c'est que le trauma, il vient effracter le corps, il vient perturber toute l'organisation psychomotrice du sujet, et donc il va impacter forcément la tonicité. En fait, on vient de le voir, il y a un impact sur la sensorialité, et donc les flux sensoriels mal régulés vont venir contraindre les muscles. Et le trauma se loge au plus profond de nos muscles, créant des tensions qui vont être difficilement apaisables. Ainsi, l'expérience traumatique passée influence l'être au monde du sujet en impactant sa motricité, sa respiration, sa gestuelle, ses perceptions sensorielles et finalement toute sa corporalité. Et donc, on repère des troubles de la régulation tonique dans le psychotraumatisme avec des ajustements tonico-posturaux qui sont peu nuancés, la présence de dystonie, de paratonie. Mais de notre expérience clinique, on repère surtout 2 profils. Un profil plutôt hypertonique, qui s'apparente à un mode de survie actif, où les manifestations sont plutôt de l'ordre de l'hypervigilance, de l'agitation et d'une mise à distance exacerbée de l'autre dans la relation proxémique. Et un second profil, au tonus plutôt sur un mode hypo, qui s'apparente à un mode de dissociation, à un mode d'émoussement, à un ralentissement et l'impression que l'espace du corps est peu conscientisé et même que dans la relation proxémique, le corps peut être traversé par l'autre. Donc en fait, la fonction du dialogue tonico-émotionnel, qui est la communication, elle est fortement impactée. Et les adolescents traumatisés, ils portent ces tensions corporelles au quotidien, dans leur corps, et ils sont en peine, du coup, pour établir des relations sociales. Il y a un malaise qui s'installe et qui entraîne une mise à distance de l'autre, et une incompréhension s'opère lorsque leur corps est en relation avec le corps d'un autre. Donc, l'observation et l'écoute du langage du corps, ça va être une voie d'accès au traitement du psychotraumatisme, et porter attention au corps dans une intention de renouer du dialogue se figure en soi comme un objectif de soin. Il s'agit avant tout de remettre du mouvement là où les choses se sont figées de manière tonique, sans chercher la détente à tout prix. Il faut surtout essayer de retrouver de la souplesse dans la modulation pour faire l'expérience de vécu corporel nuancé entre l'hyper et l'hypo. Et donc il ne faut pas chercher à tout prix à détendre l'adolescent, parce que se détendre, ça revient à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est très angoissant pour des personnes qui ont perdu leur capacité d'agir dans l'événement traumatique. Donc ça va passer surtout par les consignes qu'on va proposer et aussi surtout les médiateurs. Et donc on va vous en présenter 2 qu'on utilise dans notre pratique au quotidien pour travailler sur la tonicité. Il va y avoir la médiation box et la relaxation psychomotrice.
Je vais commencer par la boxe. Alors, il y a un groupe de boxe et jeux d'opposition qui a été proposé pendant plusieurs années sur l'unité d'hospitalisation complète aux adolescents qui étaient hospitalisés. Et donc, comme je viens de le dire, la question de la mise en relation du corps avec le corps d'un autre, elle est très difficile, déjà d'une part chez les adolescents et d'autant plus quand il y a un trauma. Donc, du coup, de boxer avec un autre, c'est pas simple. Il y a tout un travail au préalable qui doit être fait autour de l'espace. C'est-à-dire faire l'expérience d'un espace alentour sécure, un espace physique dans lequel ils ne sont pas intrusés. Et ça va passer par un travail de projection spatiale, de représentation spatiale, en s'appuyant sur des consignes délimitantes et des objets délimitants, comme des cordes, des bâtons, des cerceaux. Le but, c'est que le patient se construise lui-même son espace alentour de sécurité dans le cadre d'un jeu, à entendre comme un espace transitionnel, et qui fasse l'expérience lui-même de moduler la distance dans le rapport à l'autre en jouant sur les objets, en avançant, en reculant, en faisant un pas de côté, et finalement en se remettant lui-même en mouvement. Il sort de cet état de sidération dans lequel le trauma fige son corps. Une fois que le travail sur l'espace a été fait, les gants pouvaient être mis et les gants vont venir de médiation, de médiateurs pour rencontrer le corps de l'autre. Par les touches et les consignes qu'on propose aux adolescents, l'espace du corps est redessiné, les limites corporelles sont redessinées sans être intrusées. Les consignes, ça va être touche doucement, touche lentement, touche rapidement, touche fort. Donc là, ça implique une modulation de la tonicité. Touche l'épaule droite, touche le menton, touche le nez. Ça implique des consignes de cible et également des consignes émotionnelles. Touche comme si tu étais fort, comme si tu étais triste, comme si tu étais stressé, comme si tu étais joyeux. Mais l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de la modulation tonique qui opère dans leur corps quand on propose ces consignes. Ce qui fait que ça vient un petit peu affiner leur conscience corporelle. Une fois qu'on a fait ce travail sur l'espace et sur l'accordage, un travail d'opposition pouvait être fait, d'opposition au sens où on protège son espace du corps, on n'accepte plus la touche. Et pour se protéger, soit on peut faire des parades, soit on peut faire des esquives, soit on se met à distance, ou soit on attaque. Ce qui fait écho un petit peu au fameux fight or flight qu'on retrouve dans les événements de stress. Donc là, l'idée, c'est de les remettre en jeu sur cette modalité-là. Mais tout ça, ça doit obligatoirement être fait sous le regard d'un tiers observateur que joue le soignant, en fait. Dans sa fonction, il va avoir une fonction de miroir, c'est-à-dire qu'il va rendre compte, tel un miroir, de ce qu'il perçoit de l'adolescent depuis l'extérieur. Et ça aussi, ça va aider l'adolescent à mieux conscientiser toute sa corporalité. Par exemple, j'ai l'impression que dans ce jeu, tes bras sont très crispés. Peut-être que l'adolescent s'en rend pas compte. J'ai l'impression que tu es à l'aise quand je te demande de t'opposer. Continue comme ça. Là, tu n'es pas à l'aise quand on te touche le nombril. Prends en plus 1 ou 2 mètres de distance. Et c'est ainsi que ça fluidifie la mise en mouvement, que l'adolescent conscientise son état corporel et qu'une expressivité de soi se fait de manière de plus en plus active et fluide. Voilà un petit peu pour la boxe. Donc maintenant la relaxation. Donc la relaxation a pour objet d'attention le corps, comme lieu des ressentis corporels et comme canal d'accès à l'introspection. Donc le corps propre, il est autant écouté que le corps vécu. Et il est à la fois lieu d'expression des perceptions et voie d'accès à l'imaginaire. Donc la relaxation, elle permet un écho entre expérience et symbole, et il y a une liaison entre sensation et image, dont le lien est l'affect. Donc aider l'adolescent à se construire une peau, proposer une expérience de rencontre avec lui-même, un temps où le corps est parlé, se figure comme des objectifs de soins. Donc la relaxation, elle agit sur le fond tonique du sujet, que ce soit dans l'immobilité ou bien dans les différentes mobilisations. Donc l'adolescent, il trouve une forme d'insight de son état tonique, favorisant la délimitation de son espace du corps et soutenant une cohérence sensorielle et corporelle propice à un sentiment de sécurité. Donc trouver les mots pour dire le corps relance le processus psychique et habiter son corps prend le sens d'un élan vers la réappropriation du processus imaginaire, réelle voie à la subjectivation. Donc les séances de relaxation sont donc codifiées dans un cadre précis. Donc il y a 4 temps. Donc le premier temps, c'est le temps de l'installation. Donc l'idée, c'est de trouver une posture confortable avec une proposition de matériel, des poufs, des tapis, des coussins, des couvertures, ce qui est une première attention au corps dans l'espace.
Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qu'on nomme induction. Donc à ce moment-là, on choisit du coup les techniques en fait qu'on va proposer et on va vous en détailler 4 par la suite. Ensuite, il y a un temps de silence. Donc c'est un temps qui permet à l'adolescent d'écouter ses sensations dans une libre association et qui permet aussi un temps de pause en présence de soi. Et enfin, un dernier temps qu'on nomme le temps de reprise, puisque parfois la relaxation, elle installe l'ado dans un état proche du sommeil. Donc l'idée, c'est de revenir à un temps de veille et puis de proposer une mise en mots. Donc les 4 techniques qu'on a décidé de vous proposer, la première, c'est une technique centrée sur la conscience corporelle. Donc là, l'adolescent, il est plutôt dans une certaine immobilité et on lui propose une attention aux perceptions. Donc plutôt une attention aux détails, donc par exemple la vie physiologique du corps, donc les petits bruits du corps, la respiration, le rythme cardiaque, ou bien par exemple une prise de conscience des points de contact sur le sol. Ensuite, dans un deuxième temps, l'objectif, ça va être une prise en compte de l'état tonique plus global. Donc ça laisse émerger plutôt les tensions, les plaintes somatiques, ou encore des perceptions corporelles du moment sous la forme d'images ou d'impressions. Et enfin, il peut être proposé donc une suggestion de sensations, comme par exemple la lourdeur, la pesanteur, ou une attention aux proportions, ce qui permet d'élargir la conscience corporelle au ressenti. Une deuxième technique qu'on a nommée donc la relaxation coréenne, donc qui est protocolisée en Europe par Rishi. Là, cette fois-ci, le psychomotricien va proposer des mobilisations actives, donc sur la forme de vibrations ou d'étirement de certains segments corporels. Donc ça permet, là, à ce moment-là, une résonance, en fait, dans les différentes parties du corps et un vécu de portage. La troisième technique qu'on a choisi de vous présenter, donc c'est la technique de Jacobson. Là, cette fois-ci, le patient il est actif dans les mobilisations. On va lui demander d'alterner donc des contractions et des relèvements de certaines parties du corps, donc par exemple le poignet. Et ça, du coup, ça va permettre d'une part d'éprouver un sentiment de consistance dans le corps, souvent associé à un vécu de force, et aussi du coup des éprouver du côté du contrôle entre les deux états, tendu, relâché, et le passage de l'un à l'autre. Et enfin, une dernière technique, on a nommé visualisation. Donc là, cette fois-ci, le patient est plutôt immobile, c'est de l'induction verbale, et donc on est plutôt centré sur les sensations, les pensées, les images, avec un certain contrôle des processus mentaux. Donc en fait, il y a on essaie de donner une accalmie, en tout cas entre les sensations corporelles désagréables et les pensées envahissantes, par un processus de mise en arrière-plan. Donc c'est un peu la question de la méditation pleine conscience. Et on a aussi, du coup, dans la visualisation, on peut suggérer des images, par exemple, comme la technique du lieu sûr. Donc voilà pour le travail de régulation tonico-émotionnelle. On va passer à notre dernier axe de travail en psychomotricité, que sont les représentations corporelles. Alors, petite définition, l'équipement psychomoteur qui constitue l'organisme, il est investi dans sa dimension fantasmatique par le sujet. Mais il est également en lien avec l'environnement, ce qu'on appelle le corps social. Il est engagé dans le temps, l'espace et dans la relation partagée, ce qu'on appelle le corps vécu. Et il existe psychiquement, ce qu'on appelle le corps connu représenté. Et c'est tout ça qui va fonder l'identité psychomotrice du sujet. On en a parlé un petit peu au début, le corps à l'adolescence, c'est un passage par une crise identitaire, et donc l'expérience de soi à l'adolescence se veut inquiétante. Toute cette identité psychomotrice vacille, est en reconstruction, et donc ce vacillement vient opérer une sorte de vulnérabilité chez le jeune. Et donc quand un trauma s'opère durant cette phase, ça va impacter toutes ces sphères du développement psychomoteur. On vient de voir l'intrication entre sensation, émotion, tonus. C'est l'intrication des trois qui va être la base du vécu représentatif. Le trauma vient impacter cette intrication entre sensation, émotion et tonus. Et donc, du coup, plus spécifiquement, le trauma impacte l'investissement du corps dans le sentiment de soi, c'est-à-dire la façon dont chacun se ressent, dans l'image de soi, la façon dont chacun se voit, et dans la représentation de soi, c'est-à-dire la description personnelle de chacun. Et en fait, c'est tout le réseau des représentations corporelles qui est court-circuité chez l'adolescent traumatisé. Et donc, de notre pratique, on a repéré que la prise en charge en psychomotricité auprès de ces adolescents n'est pas simple. En
on essaye d'avoir une approche la plus holistique possible, mais il faut quand même prendre par un bout ou par un autre le début du travail. Et des fois, la prise en charge elle va être plus axée sur des techniques d'ancrage, sur une approche sensorielle, sur des stratégies de régulation, sur les ressources. Mais finalement, force est de constater que la plupart de nos patients ont des traumas complexes, c'est-à-dire qui s'originent depuis l'enfance, de manière répétée, de manière insidieuse, et que du coup, il va falloir avoir une approche beaucoup plus globale et qui va être beaucoup plus longue aussi. Beaucoup plus globale dans le sens où on va travailler sur une reconsolidation de l'enveloppe globale du sujet et finalement sur toute son organisation psychomotrice, les fonctions instrumentales, sur toute l'identité. On voulait faire avant qu'on continue, on voulait faire un petit parallèle, une petite parenthèse sur les attaques du corps à l'adolescence. Alors on ne dit pas que les attaques du corps sont le propre du psychotraumatisme, notamment chez les adolescents, mais dans notre clinique on remarque qu'il y a énormément d'adolescents qui se scarifient et qui ont un psychotraumatisme, et on trouvait que la scarification c'était un exemple assez parlant de ces difficultés de représentation. En effet, la scarification c'est une trace qui est laissée sur la peau comme proto-représentation d'une souffrance qui n'est pas pour l'instant pensable ni mentalisable. La scarification, elle refait effraction sur le corps, il y a une répétition de l'intrusion, et en fait, elle vient un petit peu de nouveau fragmenter ce qui se passe chez l'adolescent. Mais la scarification, elle est assez paradoxale, parce qu'elle est tentative de mise en sens. Elle est une expérience de soi, la scarification. C'est une expérience sensorielle. Elle tente de réunifier, elle tente de réassembler, tout en fragmentant. Et c'est en ça que c'est paradoxal, et c'est aussi un des plus gros paradoxes de l'adolescent, c'est aussi de sortir de cette autodestruction dans laquelle il se trouve parfois. Et ça va passer par les médiateurs qu'on va proposer, mais aussi surtout de proposer un espace de représentation de soi, un espace de projection, de sublimation, et aussi et surtout de création. Donc très important les médiateurs qu'on choisit. Et donc pour appréhender les représentations corporelles chez l'adolescent, il nous a fallu imaginer un outil qu'on a appelé questionnaire du corps. Il se détaille en 3 parties. Satisfaction corporelle, qui est une auto-évaluation, une partie sur le corps et les émotions qui est un dessin, et une partie question ouverte qui traite des différentes composantes de l'image corporelle. Ce questionnaire du corps, c'est pas un bilan standardisé, c'est un outil de rencontre pour faire un petit peu un état des lieux des représentations corporelles de l'adolescent à un instant T. On l'utilise parce qu'il permet de médiatiser la rencontre et surtout, il permet de ne pas mettre en jeu directement le corps, notamment dans la relation avec un adulte, ce qui peut être très brûlant, très difficile pour un adolescent. Et donc du coup, le fait de faire passer ce questionnaire, ça apaise un petit peu les choses. Et même si l'adolescent il est très en panne d'élaboration, qu'il ne peut pas se raconter, qu'il ne peut pas se dire, qu'il ne peut pas laisser de traces, au moins ça fait un état des lieux de là où il en est, et on essaye de le faire passer avant la prise en charge, et après la prise en charge, comme ça aussi ça rend compte au jeune de son évolution dans les soins. Du coup, alors, on va vous présenter un diagramme des réponses, des résultats aux réponses de ce questionnaire. Ce n'est pas une étude scientifique rigoureuse, il y a plein de biais. On le sait très bien, c'est plutôt empirique, mais on a voulu le faire sous forme de diagramme pour illustrer un petit peu ce qu'on observe dans la clinique. Et donc pour commencer sur le questionnaire sur la satisfaction corporelle, en fait vous voyez on a 11 critères, dont 10 qui sont cotables. On a choisi de ne pas coter féminin, masculin. Tous les autres, on peut obtenir soit une note de moins 5 points ou de 5 points. Par exemple, le premier critère, en mauvaise santé, en bonne santé, on demande au jeune de se situer. S'il met 5 à en bonne santé, il a 5 points. S'il met 5 à en mauvaise santé, il a moins 5 points. Et donc, il se situe sur le curseur. Ce qui fait qu'en tout, on peut avoir une note maximale de 50 points et une note minimale de moins 50 points. Donc, ouais, comme je disais, on a fait un petit diagramme qui illustre. En vert clair, vous aurez les patients qui ont un trauma et ceux qui n'en ont pas. En tout cas, on s'est rendu compte que finalement, ce qui est dit dans la littérature concernant le tableau psychopathologique du psychotrauma, il s'illustre fortement, notamment en ce qui concerne l'impact de la sensorialité. Vous voyez en vert clair que les adolescents qui ont un trauma ont davantage un ressenti de déplaisir dans leur corps que ceux qui n'ont pas de trauma.
Il y a une dysrégulation émotionnelle, ça vous le savez tous, mais là on le voit d'autant plus, les adolescents se sentent souvent vides ou au contraire trop pleins d'émotions par rapport à ceux qui n'ont pas de trauma. Et un impact très important sur les représentations corporelles, et notamment l'estime de soi. Les adolescents qui sont traumatisés se trouvent davantage repoussants, faibles et négligés que ceux qui n'ont pas de trauma. Enfin, un dernier critère qu'on a voulu vous montrer, il n'y a pas forcément une différence énorme entre ceux qui ont un trauma et ceux qui n'ont pas de trauma, mais c'est sur la question de la fatigue. Et en fait, on se rend compte que la plupart de nos patients se sentent extrêmement fatigués. C'est les notes les plus négatives qu'on a, c'est sur la fatigue. Ce qui rend compte de l'épuisement physique et psychique dans lequel on rencontre nos jeunes, et surtout qui nous invite à penser les espaces de soins comme des espaces de repos. Tous les jeunes ne peuvent pas tout le temps élaborer, penser, parler, être actifs. Proposer des espaces de repos, c'est aussi faire du soin. Et oui, donc là, on a fait un petit avant-après, en rouge avant les soins, en vert après les soins, pour dire à quel point on est efficace. Voilà. On a multiplié par 1000 pour que vous voyez bien. 100. Okay. Donc la deuxième partie du questionnaire du corps, c'est une partie, du coup, on va proposer à l'adolescent de faire un dessin entre donc de corps et émotions. Donc l'idée, c'est, il y a toute une liste de sensations, émotions, et l'idée, c'est qu'il puisse les localiser dans le corps sous la forme de sensations. Donc après, ça donne un peu comme une cartographie du corps, donc il lit ses émotions avec les sensations qui y correspondent. Donc de ces dessins, on a pu mettre en évidence différentes observations, et notamment dans le style qualitatif du dessin, on a pu les classer un peu en deux profils. Donc le premier avec une localisation des émotions, préférentiellement soit au niveau de la tête, soit au niveau du corps, ce qui laissait vraiment apparaître une scission entre le corps et la psyché. Et un deuxième du coup style de dessin, c'est qu'à différentes émotions étaient localisées, en tout cas les mêmes sensations. Donc ça mettait en évidence plutôt un amalgame, ou en tout cas un mélange entre ces différentes émotions et dont le ressenti était commun. Et puis ensuite, donc, il nous a permis de mettre en évidence donc, des troubles psychomoteurs qui faisaient écho aux symptômes du TSPT. Donc on a une présence marquée donc, des somatisations et des plaintes corporelles. On a aussi l'hyperactivation du système neurovégétatif, donc la transpiration, les difficultés de respiration, qui sont décrites soit comme une réaction au syndrome de répétition, soit aussi décrites par le jeune avec surprise et incompréhension. On a aussi donc un niveau de stress élevé, qui est décrit soit comme permanent en fond, soit dont l'intensité varie avec les crises de panique intenses. On a aussi un vécu d'anesthésie ou l'absence d'émotion qui est retrouvé, qu'il nomme fréquemment comme vide. Une impossibilité à exprimer ou à différencier les émotions, qui nous fait penser à l'alexithymie. Et également une prégnance des émotions dites négatives, donc plutôt la peur, la tristesse, la colère, et l'absence ou le peu d'expression des émotions dites positives, comme la joie. Donc la dernière partie, c'est une partie de questions ouvertes. Donc on s'inspire du conte de la fourmi de Boiano et du questionnaire des représentations corporelles de Royer. Donc là, en fait, c'est une série de 10 questions ouvertes permettant d'avoir accès de façon projective aux représentations corporelles du patient par lui-même. Donc les thèmes explorés sont de l'ordre des limites psychocorporelles, du fonctionnement anatomique, de l'avènement pubertaire, ou bien des questions autour de l'image du corps, de l'identité sexuelle et du corps en relation. Donc finalement, la traversée de l'histoire de chacun va s'infiltrer dans les réponses, donnant à la fois accès au corps vécu, donc plutôt de l'ordre du schéma corporel, et aussi au corps vécu, donc l'investissement affectif. Donc à nouveau, ça nous a permis de dégager des styles de réponse, donc en 3 registres, qu'on a classés en 3 registres. Donc tout d'abord le registre évitant. Donc là, c'est plutôt des réponses qui se soldent par des réponses brèves ou sans détail, ou même il y a un refus de réponse à certaines questions. Donc finalement, ça met en évidence que parler du corps apparaît comme un objet sans intérêt ou mis à distance, ou bien qui illustre bien la sidération dans laquelle il se trouve. Alors la réponse « je ne sais pas » fait partie de notre top réponse. Le registre ensuite intellectualisation, donc là les réponses elles font plutôt écho à un savoir appris, souvent référence à des connaissances académiques, donc le cours de SVT. Et le corps est plutôt décrit à ce moment-là par le prisme du fonctionnement anatomique et donc à la généralisation aussi de l'espèce humaine. Donc ce registre il met plutôt en évidence le désinvestissement du corps dans sa dimension expressive et subjective.
Et enfin, un dernier registre, donc on a nommé ascétique ou dissociation. Donc là, il y a 2 styles de réponse. Le premier qui met en évidence l'aspect mécanique du corps, une absence de plaisir, et un deuxième qui met en évidence un corps vécu comme étranger, avec un besoin donc de vérifier ou même d'explorer dans l'instant, pendant que le jeune répond au questionnaire, avec des allers-retours du coup avec le corps propre. Donc les 2 styles, ils font plutôt écho à une déconnexion entre les représentations et le corps vécu. Et enfin, d'une façon générale, donc, on retrouve des troubles des représentations corporelles, donc du côté de la dysmorphophobie, donc l'altération de l'image de soi. Ils nous partagent aussi un évitement du retour sur image, donc que ça soit les miroirs ou bien le regard des autres. On a aussi un surinvestissement ou un désinvestissement de cette image du corps, donc qui se lie avec le maquillage, les vêtements ou les soins d'hygiène corporelle comme la douche par exemple. On a aussi la question de l'image de soi négative qu'on retrouve avec un vocabulaire du registre du dégoût, de la saleté, des limites corporelles floues, donc avec une proxémie plus ajustée, ou bien des difficultés aussi de représentation de l'intérieur du corps. De la recherche de sensations intenses, voire extrêmes, donc sur la peau, avec les scarifications, ou bien des conduites à risque. On retrouve aussi la description donc, d'une anesthésie corporelle, ou à l'inverse, c'est un corps extrêmement brûlant. Et enfin, ce qui est retrouvé, c'est plutôt des difficultés à se narrer, à se penser et à se raconter. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et du coup qui fait mentir tous ceux qui pensaient que la psychomotricité c'était juste de jouer à la balle. À la baballe. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots. On n'a pas vraiment le temps, mais on peut quand même le prendre. S'il y a une question, éventuellement. Juste 30 secondes. Dans les cas de violence sexuelle, il y a une question sur le toucher qui est assez compliquée. Donc, dans la relation que vous avez super bien décrit, comment vous approchez ça? Alors, j'ai bien compris avec la boxe, un peu, effectivement, sur les limites, etc. Mais dans d'autres interactions, je vais juste poser cette question. Comment vous abordez ce problème qui n'est pas très simple? En tout cas, en dehors même de la psychomotricité, dans la vie quotidienne, dans les consultations, etc. C'est une question vraiment importante pour moi. Comment on aborde la question de l'identité sexuelle, c'est ça? Dans la construction de la personne, l'élaboration de l'interdit de l'inceste passe aussi par l'interdit du toucher sur certaines zones. Et donc, lorsqu'il y a eu effraction, et que vous vous retrouvez avec l'adolescent, comment vous abordez ces questions-là? Puisque ce sont des questions qui débordent largement la psychomotricité, évidemment, qu'on retrouve dans les consultations, voilà. C'était ça ma question. Ok. En fait, le corps, c'est le premier espace qu'on construit qui va être à l'origine de notre rapport à l'espace alentour. C'est le premier espace. Et effectivement, quand ce premier espace est effracté, il y a tout un travail qui va devoir se refaire un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que le corps, c'est le premier maillon qui construit tous les autres espaces. Et quand il a été intrusé, d'aborder directement notamment le toucher, c'est pas possible. C'est comme si le trou était encore trop béant, l'effraction était encore trop béante. Et du coup, tout ce travail sur la distance et sur la représentation symbolique des distances physiques va pouvoir se mettre en œuvre dans le cadre toujours du jeu. Le jeu, on l'utilise énormément en psychomotricité, à entendre comme espace transitionnel, c'est-à-dire où va pouvoir se projeter à l'extérieur une réalité interne, et surtout où il va pouvoir se symboliser ce qui se passe dans le vécu corporel. Et ça, peu importe le médiateur, il n'y a aucun médiateur qui est magique en soi, il n'y a pas de technique
qui va résoudre ce problème. Ça dépendra du jeune, de là où il en est, de ses appétences. Et du coup, des fois, on va utiliser simplement des couvertures. On va utiliser des jeux de parcours, où justement on va évaluer les distances, des jeux d'orientation. On peut même faire des cabanes avec des adolescents. Ça m'est déjà arrivé de faire des cabanes avec plutôt des jeunes adolescents. Mais en tout cas, la question du toucher pour travailler sur l'enveloppe avec un adolescent, c'est compliqué. C'est vraiment, il y a toutes des étapes préliminaires à ce travail-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Merci beaucoup.